Dans un petit village vivaient Moussa et Fatou, un couple riche et épanoui qui vivait un amour parfait depuis plusieurs années. Ils avaient 2 enfants qui étaient toutes des filles. La première s'appelle Yemi et a 11 ans et la dernière s'appelle Imani et a 6 ans. Tout a basculé dans leur couple quand Fatou est tombée à nouveau enceinte. Après consultation, le médecin lui annonça qu'elle attendait encore une fille. Pour elle, ce n'était pas quelque chose de grave, mais dès qu'elle rentra à la maison et annonça la nouvelle à son mari, celui-ci lui montra sa vraie face. « Tu ne sers plus à rien dans ma vie. À chaque fois que tu tombes enceinte, c'est pour accoucher des filles. Si tu n'accouches pas d'un garçon, qui va assurer ma descendance ? Mais comment veux-tu que je décide du sexe de l'enfant que je vais accoucher ? Je ne peux rien faire à ce sujet. Tu sais très bien que ce n'est pas ma faute, non ? Je te parle et tu oses te justifier ? » Fatou n'en pouvait plus du comportement de son mari ces derniers jours. Elle lui répondit « Que vas-tu me faire ? » « Je vais te montrer à quoi ressemble ma colère, lui répondit Moussa. Tu vas regretter à jamais ce que tu viens de dire. Et si tu penses que tu es la seule femme qui existe dans ce monde, je vais te prouver le contraire parce que j'en ai déjà marre de toi. J'ai assez d'argent et je peux épouser n'importe quelle femme que je veux dans ce village, donc apprête toi car je vais bientôt venir ici avec une nouvelle femme et tu vas dégager de ma maison. » Il sortit du salon furieux, laissant Fatou dans une incompréhension totale. Fatou ne comprenait rien. Cela fait plusieurs années qu'elle vit avec son mari, mais son mari n'avait jamais été aussi violent avec elle. Elle ne comprenait rien. Ce jour-là, elle resta au salon en pleurs toute la nuit, assise à attendre son mari, mais il ne rentra pas. Il avait dormi dehors. Le lendemain, à la bonne heure, Moussa rentra à la maison. Il dépassa sa femme au salon sans même lui dire bonjour. Après quelques semaines, Fatou était allée au marché pour faire des emplettes quand sa vendeuse préférée lui annonça que son mari sortait avec une femme du village et que cette dernière serait enceinte. Fatou comprit tout de suite que les menaces de son mari n'étaient pas juste pour lui faire peur, mais qu'il était sérieux dans ses engagements. Elle décida de le confronter pour lui poser la question afin d'avoir sa version des faits. Le soir au salon, elle s'agenouilla devant son mari et lui demanda « Chérie, beaucoup de personnes m'ont dit que tu avais mis enceinte une femme du village. Est-ce vrai ? Arrête de m'agacer avec tes histoires fainéantes. Tu penses que je rigolais la fois dernière ? Je vais te faire regretter ce que tu as dit. » En colère, il sortit à nouveau de la maison en trombe. Fatou courut pour le tirer de la main en pleurant. « Mais pourquoi tu me fais subir tout cela ? Que t'ai-je fait pour mériter tout cela ?» Furieux, Moussa se retourna et la gifla à nouveau, et avant même qu'elle n'eût le temps de parler, il prit l'eau chaude sur la table et la renversa sur son ventre avant de quitter la maison. Fatou ne faisait que pleurer. Il rendit encore visite à sa maîtresse, mais cette fois-ci, il n'eut même pas la crainte de sa femme. Il ramena sa maîtresse dans la maison pour énerver sa femme et lui montrer qu'il était le seul maître de la maison. Fatou avait le cœur en miettes. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari lui faisait subir autant de peine sans état d'âme. La dame, en compagnie de son mari se sentant privilégiée, ne manqua pas elle aussi de se moquer de Fatou. « Mais Moussa, comment as-tu pu mettre enceinte une femme aussi moche que celle-là ?» Elle commença à rire méchamment avec Moussa. Fatou en eut marre de tout ce manque de respect. Elle s'approcha l'air énervé pour confronter son mari, mais la maîtresse de son mari lui donna une gifle sans même se préoccuper de son état de grossesse. Alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait, son mari et sa maîtresse se sont jetés sur elle et ont commencé à la rouer de coups violents, se foutant complètement de son état de grossesse. Les filles qui étaient debout et observaient les scènes impuissantes ne faisaient que pleurer. Elles ont commencé à tirer la main de leur père pour l'empêcher de frapper leur mère. Après avoir battu Fatou au point de la laisser inconsciente, Moussa et sa maîtresse ont quitté la maison, laissant Fatou dans un état d'inconscience au sol devant ses enfants en pleurs. Yemi,
La plus grande fille courut chez les voisins pour demander de l'aide. La dame du voisinage appela les secours et Fatou fut conduite à l'hôpital de toute urgence. Pendant que Fatou était dans la salle d'urgence, ses filles à l'accueil pleuraient, priant qu'elle s'en sorte. Elles ne comprenaient pas ce qui était arrivé à leur père. Au bout de quelque temps, le médecin se dirigea vers les filles. « Vous êtes toutes seules? Et votre père ?» La plus grande répondit qu'il était sorti de la maison. Imani, la plus petite des filles, demanda au médecin « Pouvons-nous maintenant voir maman ?» En réalité, Fatou n'avait pas survécu. Le médecin, ne sachant pas comment apprendre une telle nouvelle aux filles, décida de rencontrer leur père. Lorsqu'il arriva chez Moussa, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un des hommes les plus riches du village. Alors, il décida de ne pas faire intervenir la justice. Moussa était avec sa maîtresse au salon quand le médecin lui annonça que sa femme n'avait pas survécu. Il prit congé de la famille. Les filles comprenaient bien ce que cela signifiait. Elles savaient que plus jamais elles ne verraient leur mère et elles étaient inconsolables. Elles se sont assises dans la chambre en pleurs, se consolant entre elles. Moussa commença à mesurer la gravité de son acte dès qu'il a vu à quel point ses filles pleuraient. Il se rendit compte qu'il était allé trop loin. Même s'il était méchant avec sa femme, jamais il n'avait pensé la tuer. Il était sous l'influence de sa maîtresse. Alors qu'il s'avançait pour aller consoler les filles dans la chambre, sa maîtresse Mariam se mit à crier et à se plaindre des maux de ventre. Il négligea une fois encore ses enfants et se tourna vers cette dernière. Il traîna Mariam dans la chambre, oubliant ses enfants qui continuaient de pleurer. Après de longues heures, elles finirent par s'endormir toutes les deux sur le sol froid. Le lendemain, alors qu'elles dormaient encore, la nouvelle femme de leur père s'approcha d'elles et jeta de l'eau glacée sur eux. « Vous dormez encore à cette heure? Bande de paresseuses! Toi, lève-toi et nettoie rapidement l'eau, ordonna-t-elle à Yémi. Alors qu'elle tremblait encore de fraîcheur, Moussa quittait la douche pour le salon. Mariam demanda rapidement aux filles de se cacher pour éviter que Moussa ne les voie dans cet état. Quand Moussa fut dans le salon, il demanda à Mariam où étaient ses filles, et elle lui répondit qu'elles étaient dans leur chambre en train de dormir. Il décida alors de partir pour ne pas les réveiller. Quand il partit, Mariam appela les filles et leur demanda de faire ce qu'elle leur avait demandé. « Écoutez-moi très bien, désormais c'est moi la maîtresse de cette maison, et vous devriez faire tout ce que je vous demande. J'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant va nettoyer l'eau qui est au sol, ordonna-t-elle à Yémi. Et toi, Imani, va nettoyer la cuisine. Mais madame, ma petite sœur est trop petite pour nettoyer la cuisine. Avant qu'elle n'eût le temps de finir sa phrase, une gifle retentit sur son visage. Tu vas me faire des reproches ou tu vas exécuter ce que j'ai demandé, espèce de sorcière. Pendant plusieurs jours, elle confiait plein de tâches difficiles aux filles et leur privait de nourriture. Bientôt midi, et elle n'avait encore rien avalé. Ne pouvant plus se retenir et sensible aux pleurs de sa sœur, Yémi l'emmena à la cuisine et lui donna la nourriture que Mariam avait déposée sur la table. Pendant qu'elle mangeait, Mariam les surprit dans la cuisine. Elle était furieuse de les voir se servir, alors qu'elle ne leur avait pas donné son autorisation. Elle renversa la nourriture violemment et leur ordonna de dégager de la cuisine. En pleurs, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Quand Moussa rentra à la maison le soir, Mariam avait déjà préparé pour le dîner. Elle n'avait pas pris en compte les filles, et à deux, elle mangea avec son nouveau mari. Imani courut vers son père en larmes. « Papa, s'il te plaît, donne-nous un peu. Nous n'avons pas encore mangé de toute la journée. » Moussa était dépassé par ce qu'il entendait. Jamais il n'avait pensé que sa nouvelle femme serait capable de faire une chose pareille. Il avait toujours pensé qu'elle s'occupait bien de ses filles. Énervé, il se leva de la table, sans adresser un mot à Mariam, et s'en alla. Mariam courut vers lui pour lui demander pardon. Le jour suivant,
Moussa se prépara pour se rendre au service. Très tôt, il partit de la maison. Dès son départ, Mariam se jeta sur la petite Imani et se mit à la frapper violemment pour l'avoir dénoncée à son père. « Espèce de sorcière, je vais te montrer aujourd'hui de quoi je suis capable. Tu ne vas plus jamais avoir l'audace de me dénoncer, » disait-elle en rouant la petite fille à coups de balai. Quelques mois plus tard, le ventre de Mariam avait beaucoup grossi. Moussa était très heureux à l'idée d'avoir son premier enfant de sexe masculin. Quant aux filles, elles continuaient de vivre dans la souffrance et la maltraitance chaque jour avec Mariam, alors que Moussa ne se doutait de rien. Un jour, alors que Moussa n'était pas dans la maison, un homme appelé Joël rendit visite à Mariam. L'homme fit une grande accolade à Mariam. Cette accolade dépassait une simple accolade de retrouvailles. Mariam ordonna à la plus grande des filles de se rendre à la rivière chercher de l'eau pour l'empêcher d'entendre sa conversation avec Joël. À son retour de la rivière, elle entendit l'invité prononcer le prénom de son père dans sa conversation avec Mariam. Elle se cacha derrière la porte pour suivre ce qu'il disait. Elle fut choquée d'entendre qu'il planifiait la mort de son père. Elle pouvait entendre l'étranger inconnu dire à Mariam : « Pourquoi perds-tu autant de temps ? Plus vite on le fait, mieux ce sera. On pourra nous accaparer de ses biens. » « Non, ne sois pas pressé, lui répondit Mariam. Il faut que je donne d'abord naissance à un garçon comme il l'a toujours voulu, et ensuite tous les biens lui seront légués. C'est le moment pour nous d'être très attentifs, car nous n'avons pas droit à l'erreur. Joël lui répondit : « Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai aussi une solution pour qu'on en finisse avec ces fillettes sans que personne ne s'en aperçoive. » Pendant ce temps, Yémi était derrière le mur et elle entendait tout. Elle transpirait de peur et son cœur battait la chamade. Elle courut dans la cuisine pour se cacher. Quelques heures après, Joël s'en alla de peur que Moussa ne rentre pour les surprendre. Mariam se dirigea dans la chambre pour chercher les filles. Elle regarda dans leur chambre, mais elles n'étaient pas là. Elle souleva le drap, mais aucune des deux filles n'était là. Au même moment, Moussa rentra du service. Mariam eut un grand pincement au cœur. Elle ne savait quoi lui dire par rapport à la disparition de sa fille. Elle courut rapidement vers lui, le conduisit dans leur chambre, l'empêchant ainsi de demander d'après ses filles. Toute la soirée, elle essaya de l'occuper en l'embrassant et en le chauffant. Elle avait l'intention d'appeler Joël le lendemain pour trouver une solution car elle ne pouvait pas le faire ce soir-là, au risque de se faire prendre. Elle réussit à faire dormir Moussa. Très tôt comme d'habitude, il se prépara pour se rendre au service. En route, il se rappela qu'il n'avait pas vu ses filles hier à son arrivée. Il fit demi-tour et rentra à nouveau. Il se dirigea directement dans la chambre des filles. Il toqua la porte mais sans réponse. Il l'ouvrit alors, mais elle n'y était pas. Il se tourna maintenant vers Mariam et lui demanda : « Où sont mes filles ? Pourquoi ne sont-elles pas dans leur chambre ? » Celle-ci fut incapable de dire un mot. Elle était plantée debout à le regarder. Énervé, il gifla Mariam. Mariam tomba et perdit connaissance. Moussa était perdu, ne savait plus quoi faire. Il était partagé entre l'envie d'aller chercher ses enfants et celui d'emmener Mariam à l'hôpital. En effet, Yémi avait entendu toute la conversation de Mariam et Joël où ils planifiaient de la tuer ainsi que son père et sa sœur. Elle a donc décidé de s'enfuir avec sa sœur. Le matin, pendant que Imani dormait encore, elle l'a réveillée et lui expliqua qu'elle devrait partir très vite. Elle savait qu'il serait impossible de faire croire une telle histoire à leur père, alors elle décida de s'en aller très loin de la maison avec sa sœur. Avec leur sac au dos, elles ont quitté la maison très tôt. Yémi ne connaissait nulle part dans le village, mais elle ne faisait que marcher, car elle voulait se sauver et sauver sa petite sœur. Pendant toute la journée, sans rien manger, elles ont marché et parcouru des zones lointaines et broussailleuses qu'elles n'avaient jamais connues.
elles ont fini par se retrouver en ville et se sont arrêtées dans une ruelle peu fréquentée. La nuit était déjà tombée et elles ne savaient plus où aller. Elles se sont couchées au sol seules dans la ruelle sombre. Avant de dormir, Yemi et sa sœur se sont agenouillées pour faire une prière et implorer Dieu de les sortir de cette situation. Elles ont commencé à dormir et tard dans la nuit, une grande pluie commença à tomber. Elles n'avaient nulle part où aller. La petite Imani avait très froid. Sa sœur la serra contre elle pour la protéger, mais cela ne servait presque à rien. Elle tremblait affreusement. Soudain, une silhouette apparut au loin à l'entrée de la ruelle. C'était un grand homme très musclé qui était debout et qui les regardait. L'homme commença à avancer. Yemi avait peur. L'homme continuait d'avancer vers elle, et quand il arriva sous la lumière, Yemi se rendit compte qu'il était masqué. Elle tira la main de sa petite sœur et commença à courir. L'homme se mit à les poursuivre. Elles commencèrent à crier au secours, mais comme il pleuvait et qu'il se faisait tard, personne ne pouvait entendre leur voix fine cette nuit. L'homme continua de les poursuivre. Les filles virent une maison abandonnée au loin et coururent pour y entrer. Dès qu'elles sont entrées, elles ont trouvé des chaises dans la case et elles ont rapidement poussé les chaises sur la porte. L'homme commença à pousser violemment sur la porte, mais la porte ne s'ouvrit pas. Les filles avaient très peur et Imani pleurait comme une folle, se faisant consoler par sa grande sœur. L'homme fit le tour de la maison pour voir s'il y avait une autre entrée. Il trouva une fenêtre et cassa la fenêtre avec un bâton. Il escalada par la fenêtre et sauta dans la maison. Les filles ne savaient plus où aller, elles étaient prises au piège. L'homme s'apprêtait à les attraper quand il entendit une voix dans la chambre. « Qui est là ? Qui est là ?» Pris de peur, il escalada encore la fenêtre pour s'enfuir. C'était un vieil homme qui vivait dans la maison. Il alluma la lumière et il s'approcha des filles et leur demanda d'où elles viennent et pourquoi cet homme les pourchassait. Yemi expliqua toute la situation au vieil homme. Le vieil homme était vraiment désolé pour elles. Il n'arrivait pas à croire tout ce qu'elles avaient subi malgré leur jeune âge. Il leur donna à manger et les laissa dormir chez lui la nuit. Le lendemain très tôt, il décida de les emmener à l'orphelinat. Après environ 2h30 de route, ils arrivèrent enfin devant l'orphelinat. Avant de partir, le vieil homme donna quelques conseils aux filles. Imani et Yemi étaient très reconnaissantes pour son aide. Elles dormirent cette nuit-là à l'orphelinat loin de la méchanceté de Mariam. Le jour suivant, un homme était venu à l'orphelinat pour adopter un enfant. Il s'appelait Ibrahim. Dès qu'il est entré, c'est Imani qui attira directement son regard. Il voulait l'adopter, mais la secrétaire de l'orphelinat lui annonça qu'elle n'était arrivée qu'hier. Il insistait pour partir avec elle, mais Yemi n'était pas d'accord de laisser sa sœur partir sans elle. Si sa sœur devait être adoptée, alors elle devrait partir avec elle. Elle ne voulait pas la laisser toute seule. Après de longues heures de négociations avec la secrétaire, l'homme décida finalement d'adopter les deux sœurs. Pendant ce temps, Moussa, qui avait désespérément cherché ses filles dans tout le village, finit par rentrer à la maison Bredouille. Il découvrit que Mariam était toujours allongée par terre, ne respirant presque plus. Il l'emmena rapidement à l'hôpital, ne voulant pas reproduire à nouveau la même erreur que la dernière fois. En plus, Mariam portait un garçon, et c'est ce qu'il a toujours voulu. Très vite, Mariam fut prise en charge par le médecin qui les avait reconnus. Elle se retrouva peu à peu, et dès qu'elle se réveilla, Moussa lui présenta ses excuses. « Je suis vraiment désolée pour tout. Je n'aurais pas dû porter la main sur toi même sur le coup de la colère, et je le regrette vraiment. » Il appela ensuite la police pour leur notifier la disparition des filles. Dans l'après-midi, il reçut un coup de fil d'un policier désigné pour l'enquête sur la disparition des fillettes. Il annonça à Moussa que ses filles avaient été retrouvées à l'orphelinat, mais que malheureusement, elles avaient été adoptées par un homme inconnu
qui avait fourni de fausses informations. L'homme qui avait adopté les filles était en réalité un malfaiteur qui adoptait les enfants pour les revendre contre de l'argent. Cette nouvelle bouleversa Moussa et il commença à pleurer. Il s'en voulait tellement d'avoir été aussi négligent dans son rôle de père. Si tout ceci lui arrivait, c'était uniquement sa faute et personne d'autre. Il était troublé. Il ne savait pas ce que cet homme allait faire à ses filles et il ne pouvait s'empêcher d'avoir des mauvais pressentiments. Plusieurs semaines se sont écoulées et toujours pas d'évolution dans l'affaire de la disparition de ses filles. Quelques mois plus tard, Mariam accoucha d'un garçon. Ce fut une grande joie pour Moussa. C'était tout ce qu'il voulait depuis des années. Il voulait un garçon qui puisse assurer sa descendance et préserver sa lignée. Il était tellement heureux d'apprendre la nouvelle. Même s'il était inquiet pour ses filles, cette nouvelle lui donna encore plus de force et de courage. Quelque temps après la naissance du bébé, Mariam décida un jour de demander une faveur à son mari. « Chérie, depuis que j'ai accouché, j'ai vraiment du mal à m'en sortir toute seule. J'ai un cousin qui prévoit venir, alors je voudrais qu'on l'accueille chez nous pour te réduire les dépenses, et ainsi, il pourra aussi m'aider dans les tâches ménagères et me tenir compagnie quand tu seras au service. » Moussa décida de lui faire plaisir, et il accepta, ne se doutant de rien. Il était toujours occupé par le travail, alors il trouvait que c'était une bonne idée de savoir que sa femme ne serait pas toute seule quand il ne serait pas à la maison. Dans la semaine, le visiteur arriva. Il s'agissait de Joël et il fut accueilli chaleureusement par Moussa. Chaque jour quand Moussa part au boulot, Joël et Mariam profitaient de l'occasion pour avoir des moments exclusifs ensemble. Ils s'embrassaient passionnément et tenaient des rapports sexuels. Avec le temps, même s'il avait sa chambre à part, Joël, l'amant de Mariam, avait commencé à détester le fait de voir Mariam et Moussa ensemble. Quand Moussa allait au travail, il ne pouvait s'empêcher de faire la reproche à Mariam. « Je n'arrive pas du tout à supporter que ce chauve t'embrasse en ma présence. » Mariam, quant à elle, essayait de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, aie juste un peu de patience. Dès que les biens seront transmis à notre fils, nous pourrons ainsi mettre à exécution notre plan. » Ils riaient tous et se préparaient à savourer leur victoire. Avec une grande musique à fond, ils dansaient et riaient sans même se rendre compte que Moussa était déjà rentré. Pendant ce temps, Yemi et Imani étaient dans la voiture de l'homme qui les avait adoptés. L'homme roulait depuis des heures et parcourait des endroits étranges avec elle. Yemi savait que quelque chose n'allait pas et avait très peur. Elle était présente lors de la discussion du couple avec l'administration. Elle les avait entendus dire qu'ils ne vivaient pas loin et qu'eux aussi étaient dans la ville. Après de longues heures de trajet, elles finirent par arriver dans un lieu très éloigné. Ils étaient arrivés dans une grande maison composée de plusieurs chambres. La maison était sombre et faisait très peur, et les filles étaient terrifiées. Elles regardaient partout et avaient très peur. À son arrivée, Moussa ne comprenait pas pourquoi la musique était si forte dans la maison, mais il ne fit pas attention parce qu'il était pressé. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le document qu'il avait oublié, il reçut un appel. C'était le commissariat chargé de l'affaire de la disparition de ses filles. On lui apprit que ses filles avaient été retrouvées, et très vite il décida de se rendre sur les lieux sans rien dire à Mariam. Il appela Mariam pour lui expliquer qu'il serait absent pour 2 jours et qu'il avait une affaire très importante à régler. Mariam était très contente. C'était encore l'occasion pour elle de se retrouver seule avec Joël. Moussa prit rapidement sa voiture et avec son téléphone à l'oreille, il suivait les indications du policier. Il avait très peur pour ses filles. Dès que Moussa quitta la maison, Joël se sont retrouvés à nouveau dans la chambre pour profiter de son absence. Après de longues heures, Moussa arriva enfin devant le grand bâtiment. Après avoir frappé à la porte sans réponse, il se mit maintenant à crier et à dire qu'il voulait ses filles.
Je veux voir mes filles. S'il vous plaît, elles me manquent. Laissez-les sortir, criait-il en pleurs. Au bout de quelques minutes, les filles sortirent de la maison. Dès qu'elles comprirent qu'il s'agissait de leur père, elles se sont retournées sans lui adresser un mot. Moussa commença à pleurer. Ibrahim, l'homme qui avait adopté les filles, ne voulait pas que Moussa s'approche des filles. Il le menaça d'appeler la sécurité s'il ne quittait pas leur demeure. Yémi courut dans la maison et ressortit avec un papier en main. Elle remit le papier à son père. Les larmes aux yeux, Moussa prit le papier et se dirigea vers sa voiture, réalisant qu'il avait perdu tout l'amour de ses filles et qu'elle ne voulait même plus le voir. Dans sa voiture, il ouvrit délicatement la lettre et commença à lire. « Papa, tu ne le sais peut-être pas, mais chaque fois que tu sors pour aller au service, Imani et moi sommes toujours maltraités par notre belle-mère. Elle nous confie toujours de grandes tâches ménagères et des travaux domestiques toute la journée. Elle nous prive même de manger, et quand elle nous surprend en train de le faire en cachette, elle jette toute la nourriture. Ma sœur et moi n'avons plus personne vers qui nous tourner. Le jour où maman avait perdu la vie, tu étais à la maison malgré tous nos supplices. Tu n'as pas réagi. Tu nous as laissés toutes seules face à notre destin sans tenir compte de nos émotions. Même le soir où tu as appris la mort de ta femme, tu as toujours privilégié ta nouvelle femme à nous. Tu nous as laissés dans la tristesse avec nos pleurs et tu as décidé de dormir dans la chambre avec ta femme. Depuis ce jour, tu n'as plus jamais été présent pour nous. Je me suis occupée toute seule de ma sœur et de moi-même. Lorsque j'ai surpris ta femme et un monsieur Joël en train de comploter pour nous tuer moi et ma sœur, et ensuite t'empoisonner pour prendre tes biens, j'ai décidé de m'enfuir avec ma sœur. » Lorsque Moussa lut la lettre, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il prit son véhicule et se dirigea rapidement à la maison. Il voulait voir s'il s'agissait vraiment du même Joël dont parlait sa fille. À son arrivée, il ouvrit délicatement la porte et se dirigea dans la chambre. Il vit sa femme dans les bras de Joël enlacés l'un contre l'autre dans leur pièce conjugale, en train de s'embrasser passionnément. Il ne savait plus où se mettre. Il était dépité. Assis par terre, il se mit à pleurer comme un enfant. Pendant ce temps, Ibrahim avait attaché les filles et s'apprêtait à les livrer. Il appela son acheteur fidèle et lui annonça qu'il avait 2 filles. L'acheteur arriva et remit des liasses de billets à Ibrahim et embarqua les enfants dans sa voiture. Les enfants ne faisaient que pleurer. Elles pleuraient tellement que l'homme qui les avait achetées n'en pouvait plus. Il était pris de compassion pour elles. Il se retourna avec elles et revint chez Ibrahim. « Je ne peux pas les acheter, Ibrahim. Reprends-les, » annonça-t-il à Ibrahim. « Mais pourquoi ? Elles ne font que pleurer dans ma voiture. J'ai vraiment pitié pour elles. Je ne peux pas. » Ibrahim ne comprenait rien. C'est la première fois que son client changeait d'avis après avoir acheté chez lui. Il demanda aux enfants pourquoi elles pleuraient autant et ce qu'elles faisaient à l'orphelinat. C'est à ce moment que Yémi lui raconta leur histoire. Elle lui expliqua comment elles étaient maltraitées par leur belle-mère et le comportement insouciant de leur père vis-à-vis d'elles. Pris de compassion pour les filles, Ibrahim décida de ne pas les vendre et il leur promit de ne pas leur faire de mal. Pendant ce temps, Moussa sortit de la maison et s'en alla sans que Mariam ne s'en rende compte. Dès qu'il est parti, Joël appela Mariam pour qu'ils trouvent ensemble une solution. Maintenant qu'il nous a surpris ensemble, je pense qu'il est temps qu'on s'enfuit de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu es sérieux ? Tu ne veux plus qu'il lègue ses richesses à notre enfant ? Il nous a surpris en train de faire l'amour. Je pense qu'il se doute déjà que l'enfant n'est pas le sien. Qu'allons-nous faire alors ? Je te propose qu'on attende qu'il rentre à la maison ce soir. On va le forcer à signer les documents pour léguer ses biens à notre enfant. Je pense qu'avec une arme sur son crâne chauve, il ne va pas tarder à obéir à nos ordres. » Les deux commencèrent à rire d'un ton moqueur. Pendant ce temps,
Moussa était dans sa voiture. Il était perdu dans ses pensées et regrettait tout ce qu'il avait fait. Il était bêtement aveuglé par Mariam, pensant qu'elle l'aimait vraiment, alors qu'elle passait son temps à lui mentir et à le tromper. Il regrettait de n'avoir pas pris soin de sa défunte femme qu'il aimait inconditionnellement. Il se rendait compte de combien ses filles avaient besoin de lui, et maintenant qu'elles ne sont plus là, il se sentait seul au monde. Après plusieurs minutes à pleurer dans sa voiture, il décida de faire de son mieux pour récupérer ses filles, se faire pardonner et regagner leur confiance. Il avait déduit qu'il n'avait pas de garçon parce qu'il soupçonnait que l'enfant de Mariam serait sûrement celui de Joël. Maintenant, il devrait trouver une solution pour chasser Joël et Mariam de sa maison et faire revenir ses filles. Il se rendit au poste de police en ville pour leur expliquer la situation. Le policier lui promit de passer chez lui dès que possible pour arrêter Joël et Mariam. Le soir, tard dans la nuit, Moussa rentra et alla directement se coucher dans son lit. Joël entra dans la chambre avec une arme dans la main. Il pointa l'arme sur Moussa. Mariam rentra dans la chambre avec les documents et demanda à Moussa de mettre sa signature. Moussa était abasourdi. Il ne savait pas qu'elle serait allée jusqu'à ce point. Mariam lui expliqua qu'elle ne l'avait jamais aimé. « Tu penses vraiment qu'une femme aussi belle que moi serait tombée amoureuse d'un mec aussi moche et inconscient que toi ? Si je suis encore dans ta maison aujourd'hui, c'est à cause de ton argent. Nous savons tous ici que tu n'as que des filles et que tu voulais désespérément un garçon. Alors avec mon mari, comme nous n'avons pas assez d'argent, nous avons décidé de mettre en place ce plan pour te soutirer de l'argent. Ce bébé n'est pas le tien parce que je portais déjà la grossesse bien avant de te rencontrer. Je savais que j'allais avoir un garçon, et c'est pourquoi moi et mon chéri Joël avons décidé de te berner de cette façon. Maintenant signe immédiatement ce papier, imbécile. » Moussa savait qu'il était pris au piège et qu'il n'avait pas le choix. Il signa le document. Joël attacha ses mains et banda sa bouche pour l'empêcher de crier. Lui et Mariam ont commencé par ranger rapidement leurs valises pour fuir de la maison. Ils sortirent avec leur bébé, leurs valises et la clé de la voiture de Moussa. Dès qu'ils sont arrivés dans la cour, la police les attendait déjà. Bras en l'air, vous êtes en état d'arrestation. Joël tenta de s'enfuir en escaladant le mur de la maison, mais il fut rattrapé par un policier. La police le menotta et il fut conduit dans la voiture. Mariam également fut conduite vers la voiture de police avec son bébé. Les deux furent jetés en prison. Quelques jours après, Moussa reçoit un appel de Ibrahim. Il lui annonça qu'il avait déjà parlé à ses filles et qu'il les avait conscientisées. Moussa prit rapidement sa voiture et se rendit sans plus tarder chez ce dernier. Il conduisait à vive allure et était très stressé à l'idée de revoir ses filles. « Tes filles sont mieux préparées maintenant pour t'accueillir. J'ai longtemps discuté avec elles et elles ont décidé de te donner une chance. C'est maintenant à toi de leur prouver que tu peux être à nouveau un bon père. » Moussa fondit en larmes. Yemi et Imani coururent vers lui pour l'embrasser. Il les embrassa avec beaucoup de larmes aux yeux, un moment unique et indescriptible. Il repartit avec elle vers la voiture pour rentrer à la maison. Sur la route du retour, Moussa réalisa plein de choses. Il resta un moment dans son véhicule et commença à pleurer en se disant « Peu importe, ce qui arrivera par la suite, je te promets de toujours prendre soin de nos filles, Fatou. Je regrette tout ce que je t'ai fait subir, mais à présent je suis prêt à tout recommencer. J'ai retenu la leçon et plus jamais je ne laisserai quelqu'un maltraiter nos filles. Elles sont les plus beaux cadeaux et aujourd'hui je me rends compte que le sexe d'un enfant n'est pas si important. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais alors que d'autres auraient fait n'importe quoi pour l'avoir. À présent, je suis prêt à redevenir une meilleure personne. Apprenez à aimer ce que Dieu vous donne dans la vie et n'oubliez jamais que la prière est une arme puissante dans toutes les circonstances.
Like la vidéo pour m'encourager si tu as aimé cette histoire.